Il a 21 ans, il est suédois et il est déjà classé 2054 Elo alors qu'il joue probablement que depuis moins de 2 ans. Et il va essayer de battre son premier maître international. Je vous présente Vidar Ajevi que j'affronte lors de la ronde 2 du tournoi international de Reykjavik. On va essayer de montrer qu'on a l'expérience. On commence avec D4 comme d'habitude, cavalier F6, C4-6, cavalier F3, D5. On a ici le gambit dame. Ce sur quoi je joue G3, c'est la catalane comme d'habitude. Alors ici, il fait D prend C4 pour gagner un pion. Et là, ça peut paraître surprenant, mais j'ai pas tout de suite récupéré le pion avec Dame A4, ce que j'aurais pu faire, un double attaque. Il doit parer l'échec et au prochain coup, je récupère le pion C4. Voilà, c'est parce qu'en fait, ce pion C4, en réalité, je vais pouvoir le récupérer un peu quand je veux. Donc je joue fou G2. Et la preuve, c'est que ici, par exemple, s'il joue B5 pour défendre son pion C4, très souvent, il va avoir des gros problèmes sur cette grande diagonale avec la tour A8 qui risque de se faire enfermer et capturer par le fou G2. C'est pour cela qu'il joue ici C5, Vidar. Très logique, l'idée c'est quoi? C'est d'échanger le pion de l'aile contre le pion central D4 qui est extrêmement fort. Je joue petit roc pour mettre mon roi en sécurité qui fait KI C6 pour développer ses pièces. Et là, je joue cavalier E5. C'est quoi l'idée? C'est d'ouvrir la diagonale du fou, qui est extrêmement fort, à retenir dans la catalane. Ce fou G2 est très puissant, et c'est pour cela que très souvent on va jouer le coup de cavalier pour ouvrir la diagonale du fou. Et puis aussi, je vais venir récupérer ici mon pion en C4. Alors là, on pourrait se dire, oui, mais le problème, c'est qu'il peut te manger ton cavalier. Mais s'il mange ici mon cavalier, moi je fais D prend E5, j'attaque son cavalier, et il doit peut-être manger ma dame en intermédiaire, je remange, et là le cavalier qui est toujours attaqué, il doit le déplacer par exemple en D7, pour attaquer ici le pion en E5, mais je peux par exemple jouer F4, et là vous voyez qu'est-ce qui se passe. Le pion C4, il est toujours très faible, il aura du mal à défendre avec B5 parce qu'il y a la tour en A8 qui est dans le viseur derrière, donc je vais finir par récupérer ce pion avec cavalier A3 qui prend C4, et au final, regardez, j'aurai beaucoup d'espace, la colonne D pour ma tour, et ces pièces, elles sont quand même extrêmement serrées sur 3 rangées. Donc ça, c'était clairement une mauvaise ligne pour lui. Donc c'est pour cela que finalement, là, ce cavalier, il voit à Vidar qu'il est attaqué 2 fois, défendu qu'une seule fois, donc il joue fou D7 pour ici défendre davantage de fois le cavalier C6. Donc je prends ici en C4, il mange ici en D4. Alors là, on pourrait se dire, ouh, mince, t'as perdu un pion. C'est vrai que j'ai un pion de moi, mais en échange, regardez ce qui se passe. J'ai quand même mon roi qui est déjà en sécurité, mes pièces qui sont bien développées. Alors que Vidar, lui, son roi est toujours au centre, et ça me donne des compensations. Je joue ici fou F4, l'idée c'est quoi? C'est de venir jouer ce petit cavalier D6 échec qui va me permettre de forcer le roi noir à être déroqué. Et du coup, il joue ici fou E7 pour développer son fou, il menace petit roc au prochain coup pour mettre le roi en sécurité, et très vite je joue K et D6 très important pour forcer son roi à bouger, et du coup, il sera déroqué, très important de déroquer le roi adverse. Non seulement le roi du coup il n'est pas en sécurité, mais en plus très souvent le gros souci c'est que après le roi se retrouve en plein milieu des 2 tours noires et ça empêche du coup les tours de facilement s'activer sur le milieu de l'échiquier. Alors ici, soit il joue roi F8, soit il prend ici en D6, mais le problème c'est quoi? C'est que je reprends, non seulement je gagne la paire de fous, mais en plus mon fou contrôle toujours la case F8, et donc Vidar ne peut toujours pas roquer. Donc Vidar, il réfléchit pas mal, il joue ici roi F8, et il joue tout ça extrêmement vite. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une préparation? Il a tout anticipé à la maison? Je commence à avoir des doutes, et je me dis, peut-être que je marche sur des œufs, et peut-être que tout ça c'était un piège préparé à l'avance. Et donc je commence à me dire, mais qu'est-ce qu'il a anticipé? Parce que là je mange quand même le pion en B7, j'attaque sa dame en même temps, ça a l'air très fort pour moi. Je commence à regarder, et je me dis, si je joue il prend B7, il joue dame B6, et tout d'un coup, mon cavalier en B7, quand même, mine de rien, il a pas 36 000 cases où aller. Peu importe où il va aller, il risque de se faire capturer. Ici, la seule case où il peut aller, c'est en D6, mais regardez, tout ça est très fragile. Le cavalier est attaqué par le fou, et il n'y a que mon fou qui défend, et il peut jouer ici E5, par exemple. Et tout d'un coup, je me retrouve avec le K et D6, et le fou F4, attaquer en même temps. Ça a l'air extrêmement dangereux. Je réfléchis beaucoup, et là je me rends compte qu'il y a un coup qui est extrêmement fort et qui me permet de garder un gros avantage, c'est K et C4, coup intermédiaire. Il n'a pas le temps de manger mon fou parce que j'attaque sa dame. Très important ce thème du coup intermédiaire, donc il doit bouger sa dame, et en fait il va la bouger par exemple en C7,
Et là, il y a un super coup, c'est cavalier prend E5. On a l'impression que c'est bizarre parce que c'est quand même défendu 2 fois et moi je défends qu'une seule fois le cavalier, mais en fait, s'il mange mon cavalier en E5, oups, la diagonale s'ouvre et il perd ici la tour en A8. Et donc, il a beau jouer tout ça extrêmement vite, il a beau avoir quasiment dépensé 0 minutes jusque-là, et bah je me dis que quand même, j'ai calculé et j'ai l'impression que ça marche, et donc j'y vais. Peu importe ce qu'il a préparé à la maison. Cavalier prend B7, finalement il joue Dame B6, il attaque le cavalier, je reviens en D6 et il joue quand même assez vite tour D8. Et donc je me dis, intéressant. C'est peut-être que je suis toujours dans sa préparation et peut-être que ça va mal tourner cette histoire. Et en fait, tour D8, c'est vachement intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'enlève du viseur du fou G2, et donc, mine de rien, maintenant, si je fais rien, il menace quand même réellement E5 au prochain coup, et là, pour le coup, il gagne une pièce. Pourquoi? Parce que maintenant, quand je fais K et C4 pour attaquer la dame, il revient en C7, et là, vous voyez, j'ai plus cavalier prend E5. Pourquoi? Parce qu'en fait, il peut juste prendre, et il n'y a plus de tour ici en A8 qui est en l'air. Ça, c'est très important, vous voyez, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les joueurs très avancés, c'est qu'ils repèrent ces petits signaux faibles tactiques, comme des vis-à-vis entre des pièces, et ils anticipent ça pour se retirer du vis-à-vis. Hop, la tour se retire du vis-à-vis du fou G2, et ça permet d'éviter des tactiques avant qu'il ne soit trop tard. Donc très bien joué de la part de Vidar, et je commence à prendre conscience que cette partie elle va pas être simple. Je joue KC4, parce que je me dis, bon, il faut vite que je parte pour pas perdre une pièce dans l'histoire. Donc j'attaque ici la dame, il joue dame A6, il attaque ici mon cavalier C4, je joue cavalier A3, je développe mes pièces et en même temps, je défends le KC4, et là, Vidar commence à réfléchir énormément, et je comprends que du coup, il est plus dans sa préparation. Et c'est vrai que mine de rien, on sait pas trop ce qu'il peut faire ici, Vidar, parce que moi, je vais jouer tour C1, je vais commencer à développer ma dame, mettre mes tours au centre. C'est assez clair pour moi comment je vais continuer la suite de la partie. Mais par contre, lui, comment il se débrouille avec son roi en F8 qui est déroqué? Comment il fait jouer sa tour en H8? C'est pas du tout évident. Très souvent, la stratégie quand vous avez le roi comme ça qui est déroqué, c'est de faire le roc à la main. C'est-à-dire que jouer quelque chose comme par exemple G6, roi G7, et après vous jouez quelque chose comme tour E8. Et là, vous voyez, les noirs, ils n'ont pas fait petit roc, mais pour l'instant, mais malgré tout, on a vraiment l'impression qu'ils ont fait un petit roc. C'est juste qu'ils l'ont fait manuellement au lieu d'utiliser le coup petit roc. En fait, ils ont fait roi F8, G6, roi G7, et ensuite ils ont bougé la tour. Et limite, après, ils pourraient peut-être remettre le roi en G8. Et là, vous voyez, ça ressemble exactement à un petit roc. Alors là, on pourrait se dire, peut-être que Vidar pourrait faire le fameux roc à la main. Mais sauf que si là il fait G6, le problème c'est quoi? C'est fou H6. Et en fait, il peut pas venir en G7, il doit aller en G8. Et il se retrouve comme ça, avec la tour en H8 qui est totalement enfermée. Donc je suis assez quand même content de ma position. Je me dis, allez, hier, la grand-mette 2000 Elo, elle m'a posé des problèmes, mais là, on va se le faire, ce jeune Suédois. Il joue depuis moins de 2 ans et on va lui montrer l'expérience du maître international. Sauf que là, il joue fou prend A3. Je me dis, waouh, il donne sa paire de fou, mais comment il ose? Je comprends pas l'idée. Je reprends avec mon cavalier, il joue E5. Et je me dis, ah ok, c'est ça l'idée. En fait, là, il pouvait pas jouer E5 tout de suite parce que c'était défendu 2 fois et lui, il défend qu'une seule fois. Et donc en fait, il donne son fou, comme ça lui permet de jouer E5. Et je peux plus manger ici en E5 parce que maintenant je perds le fou et j'ai plus de cavalier en C4 pour défendre le fou qui était en E5. Et donc je dois reculer avec mon fou. Et là, je me dis, ah, il joue tour C8 pour se retirer du signal avec le fou. Je joue tour C1, il joue fou E6. Et mine de rien, c'est vrai que c'est pas mal ce qu'il a fait quand même. Hein. Il a joué fou prend A3 pour forcer ce cavalier à quitter le contrôle de la case E5, ce qui lui permet après de jouer E5 et donc de prendre le centre. Et ensuite, vu que maintenant le pion il est en E5, ça lui permet de mettre son fou en E6, le fou qui est extrêmement actif en E6 et qui attaque le pion en A2, alors qu'auparavant, le fou était un fou très mauvais, bloqué derrière ses propres pions. Ça, c'est vraiment la marque d'un joueur qui est très très fort, parce que c'est pas du tout simple de donner comme ça sa paire de fous, et en fait, il s'avère que l'analyse de l'ordinateur démontre que fou prend A3 suivi de E5, c'était la meilleure séquence à jouer. Je suis sûr qu'il y aurait des forts grands maîtres qui n'auraient pas joué cette séquence, donc là je commence à me dire, ce Vidar, je commence
à pas trop l'aimer quand même. Mais bon, je me dis, bon, allez, peut-être qu'après, il va craquer. Donc je continue à jouer, je joue tour C1 pour mettre la tour sur la colonne ouverte. C'est important, c'est ce qu'on fait en général quand on a développé les pièces, mis le roi en sécurité et pris le centre. Et il joue ici fou E6, il améliore son fou. Il attaque ici le pion en A2. Et là, je me dis, ok, là, ça va pas. Hein, si je fais rien, si je fais rien comme H3, il va jouer roi E7, après il va mettre la tour ici, et après il va jouer roi F8, et après ça y est, il aura fait un petit roc, et je me dis, il faut que je joue quelque chose quand même d'assez actif, punchy, on va essayer d'attaquer son roi, et donc je me dis, on va prendre ici en F6, comme ça il fait G prend F6, là vous voyez, il y a toutes ces cases noires qui s'ouvrent sur le roi noir, peut-être que je vais pouvoir ramener ma dame comme ça en H6, et commencer à attaquer le roi noir. Et en même temps, je me dis, allez, on va faire jouer cette tour en F1 qui est passive, et je joue F4. Ça, franchement, c'est une bonne règle à retenir. Hein, souvent, on dit, quand vous avez la tour comme ça qui est inactive, vous devez la placer sur une colonne ouverte ou semi-ouverte pour qu'elle soit active. Donc ce serait la colonne C. Mais une autre astuce qui est vraiment pas mal, c'est de faire en sorte que la colonne fermée devienne une colonne ouverte. Et là, c'est ce que je fais avec F4. Au prochain coup, je vais jouer F prend E5. La colonne va s'ouvrir et finalement, ma tour F1 qui était auparavant passive sur une colonne fermée, elle va devenir active sur une colonne semi-ouverte. Et donc là, je me dis, ok, je suis assez confiant, on va lancer l'attaque sur le roi noir et on va le mater, ce vidard. Il joue cavalier E7. Je me dis, ok, je comprends pas trop. Je prends ici en E5 pour ouvrir la colonne pour ma tour en F1. Il prend en E5 et je joue dame D2. Je menace ici dame H6, très dangereux. Et je vais commencer à attaquer le roi noir. Il joue tour prend C1. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a vu s'il y a dame H6? J'attaque son roi quand même, qui est très 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 en danger. En fait, il joue roi E8. Et le problème que j'ai, c'est quoi? C'est qu'il faut bien que je recapture la tour en C1, et quand je la recapture, en fait, il n'y a plus personne pour défendre le pion E2, et je perds un pion. Donc, c'est pour cela, pardon, c'est pour cela que je ne peux pas jouer ici dame H6, et que donc je dois jouer tour prend C1, pour toujours défendre ici le pion en E2. Il joue ici roi G7, et là je me dis, ah, je peux peut-être m'infiltrer ici en G5 et commencer à attaquer le roi noir et attaquer le pion E5. Le problème, c'est qu'il a le super coup KE G6. Et encore une fois, j'ai ce problème que après, je sais pas trop comment continuer. J'ai le pion E2 qui est toujours attaqué par la dame A6 et j'ai vraiment personne pour le défendre. Et donc c'est pour cela que je reste avec la dame en D2 pour défendre ici le pion en E2. Et donc je joue tour C7 pour mettre ma tour sur la 7ème rangée, très important. C'est très souvent ce qu'on fait quand on a la tour sur la colonne ouverte. Après, on la met en 7ème rangée pour commencer à attaquer le roi adverse ou attaquer les petits pions adverses. Là, je suis quand même assez confiant et je me dis, ok, il y a des chances quand même. Mais là, la position est quand même plutôt égale. Et surtout, j'ai pas beaucoup de temps à la pendule. Je dois avoir 15 minutes à la pendule et lui, il en a plus. Donc je me dis, oh là là, c'est encore une partie difficile, décidément ce tournoi de Reykjavik qui commence pas facilement. Hein. Et en plus, là, je commence à voir un coup, je me dis, ah mince, il a peut-être tour E8, il défend ici le cavalier en E7, et si je joue dame G5, échec pour attaquer son roi et attaquer le pion en E5, il joue KE G6, et là, franchement, j'ai pas vraiment d'attaque sur le roi noir. Il y a le fou E6 qui menace le pion en A2, il y a la dame A6 qui menace le pion en E2, j'ai le cavalier A3 qui est un peu inactif, comme on le dit, cavalier au bord, cavalier mort, et je commence à me dire, mais ça se trouve c'est moi qui est moins bien. Et je commence un peu à paniquer, je me dis, non mais, hier on fait match nul contre une demi-lélo, et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va faire match nul contre un demi-lélo, ou perdre un demi-lélo? Je me dis, c'est pas possible. En plus, il joue que depuis que 2 ans. Et moi, ça fait 20 ans que je joue, donc c'est pas possible. Donc je commence à me dire, j'espère qu'il va pas jouer tour 8, j'espère qu'il va pas jouer tour 8. Et là, il joue le cavalier G6, et là je suis soulagé, je suis vachement content, je me dis, ah, ça va. Ça va parce que cavalier G6, en fait son cavalier il est pas terrible en G6, parce qu'il peut pas aller en E5, il peut pas aller en F4 ou en H4 parce que c'est contrôlé par mon pion. Donc mine de rien, il a quand même placé son cavalier sur une case qui est relativement passive. Et là, comment on continue? Eh ben, ce cavalier G6, mine de rien, il défend quand même vachement bien le roi noir. Et moi, je veux justement attaquer le roi noir.
Et quand je joue dame G5, là, vous voyez, malheureusement, il n'y a pas d'attaque. Hein, le roi qui est protégé par son cavalier, le pion E5 qui est protégé par le cavalier, c'est extrêmement solide. Et donc là, je me dis, ok, il faut forcer ce cavalier G6 à partir. Et comment on force une pièce à partir en l'attaquant avec quelque chose qui a moins de valeur? Ça, c'est une règle qui est très importante aux échecs. Donc il faut que j'attaque ce cavalier avec un pion. Et donc on va jouer ici H4, H5. Donc je joue H4. Et vous voyez, s'il fait rien, qu'est-ce qui va se passer? S'il fait rien, je vais jouer H5. Je vais forcer ce cavalier à partir. Le cavalier va partir. Et après, je vais jouer Dame G5 échec. Et là, vous voyez, il n'y a plus de cavalier qui s'interpose. Le roi noir qui est au bord de l'échec et mat. Donc il doit aller ici en H8. Je fais Dame F6 échec. Tour G7, H6. Et donc ça aussi, c'est échec et mat. Et vous voyez aussi l'intérêt de H4, H5. Et ça, on l'a beaucoup vu avec les parties de AlphaZero, l'intelligence artificielle créée par Google et qui joue super bien aux échecs. C'est que très souvent, on peut pousser ce pion H et l'utiliser comme une pièce d'attaque. Et là, vous voyez finalement le pion H m'aide pour mater le roi adverse. Donc là, voilà, je me dis AlphaZero mode activé. Et donc on joue H4, idée H5, H6. On va forcer le cavalier à partir à la dame qui débarque en G5, c'est très dangereux. Donc bien sûr, Vidar, il voit ça et il se dit, on peut pas tolérer H5. Et donc il joue ici H5. Mais ça, j'avais prévu en fait. L'idée c'est quoi? C'est que maintenant quand je vais jouer Dame G5, le pion H5, il sera quand même beaucoup plus faible. Parce que très avancé. Et aussi, maintenant, le pion en H5, il est plus en H7. Donc il défend plus le cavalier ici en G6. Et donc je joue fou E4 pour mettre la pression sur le cavalier G6 qui est beaucoup plus faible maintenant. Si j'avais joué fou E4 directement, le problème c'est quoi? C'est que quand je mange, il peut manger du pion H. Et là, vous voyez, j'ai vachement aidé à sécuriser le roi noir qui a tous les petits pions à côté de lui et qui est très en sécurité. Et mais maintenant que j'ai intercalé H4, H5, la différence c'est quoi? C'est que quand je joue fou E4, bah maintenant quand je prends, il ne peut pas prendre du pion H parce qu'il est en H5, il ne peut pas prendre du pion parce qu'il serait en échec, donc il doit prendre du roi. Mais regardez, la dame débarque et le roi qui est au bord de l'échec et mat. Donc voilà, tout ça, c'est les raisons pour lesquelles j'ai joué H4. Et maintenant il joue H5 et maintenant je joue fou E4. Là, je sens qu'il commence un petit peu à paniquer. Parce que mine de rien, je menace fou prend G6. Et mine de rien, il doit prendre du roi. Et mine de rien, je vais jouer Dame G5. Et mine de rien, il sera au bord de l'échec et mat. Donc là, je suis ultra confiant. Je me dis, on va gagner. Et il joue tour C8. Et là, je me dis, non mais c'est pas possible. Tour C8. Tour C8, c'est le meilleur coup de l'ordinateur et c'est le seul coup qui sauve les noirs. Et ce tour C8, je l'ai anticipé, mais je me dis, oh il est 2000 Elo, il va pas le jouer. Pourquoi il va pas le jouer? Parce que tour C8, mine de rien, il y a quand même fou B7. J'attaque en même temps sa dame et sa tour, et on a l'impression que je gagne du matériel avec les blancs. Donc je me dis, quand même, un 2000 Elo, je suis pas sûr qu'il aille aussi loin, je pense qu'il va s'arrêter, en voyant qu'il y a fou B7, il va se dire que c'est mauvais. Mais non, il joue tour C8, et il a vu encore plus loin. En fait, fou B7, c'est pas un bon coup, pourquoi? Parce que il joue dame B6, incroyable, il laisse sa tour ici en prise. Et là, on pourrait se dire, oui, mais je comprends pas, il y a juste tour prend C8. Et en fait, il gagne ici une pièce nette, carrément, on a l'impression. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que ici, il a le super coup dame prend B7. Il attaque ici la tour en C8. Et en fait, il a juste sacrifié la qualité. Et si je m'en vais avec la tour, il a très vite des idées, par exemple, de fou H3. Et il menace ici des dames G2 échec et mat. Ça n'a pas du tout l'air simple, cette histoire. Et on n'est vraiment pas sûr que ici, la tour blanche, elle est plus forte que le fou H3. Pourquoi? Parce que la tour, elle est sur une colonne ouverte, mais on ne sait pas trop ce qu'elle fait, alors que le fou, il est en H3, et il menace quand même, il aide à menacer échec et mat en un coup. La position est vraiment pas claire, et donc je me dis, waouh, pour un 2000 Elo qui joue depuis moins de 2 ans probablement, il sacrifie la qualité, il comprend que même avec une tour en moins, il a énormément de jeux, je me dis, oh, il joue vachement bien. Et donc là, tour C8, je me dis, bon, là, il faut trouver quelque chose. Hein. Malheureusement, fou prend G6, ça fonctionne plus, parce que en fait, il peut manger ici ma tour en C7. Et donc je me dis, bon, j'ai pas le choix. En même temps, je veux pas échanger les tours, parce que si j'échange les tours, bah, c'est sûr que j'aurai plus suffisamment de pièces pour attaquer le roi noir. Et donc je me dis, on joue fou B7. Et sur dame B6, je me dis, bon, on rentre pas dans ce sacrifice de qualité qui est bon pour les noirs, on va juste jouer fou prend C8.
Il mange ma tour et je mange le fou en E6, il reprend. Et je me dis, mine de rien, cette finale, elle est quand même très intéressante à jouer en pratique. Parce que le KSG6 ne pourra jamais trop bouger, parce que dès qu'il bouge, ma dame va arriver et commencer à attaquer le roi noir. Et en plus, j'aurai très souvent des dames G5 et je vais manger le pion H5, et je me dis donc en pratique j'ai quand même mes chances, même si je pense que la finale elle est égale. Donc je rentre dans ça, on est au 28e coup, j'ai plus que quelques minutes à la pendule, mon adversaire aussi, et on doit jouer 11 coups ensemble, lui et moi, avant que 30 minutes soient rajoutées à la pendule et que ça se calme. Mais là c'est la tempête, on a tous les deux que quelques minutes pour jouer 11 coups, donc l'enjeu, le moment est critique, et là je joue roi H2. Roi H2 un petit peu pour sécuriser mon roi, hein, pour l'enlever des courants d'air de la dame noire qui pourrait facilement l'attaquer. Il joue ici dame C5, je joue KC2. J'essaye de ramener très très vite mon cavalier pour commencer à attaquer le roi noir. Et il joue ici cavalier E7. Je me dis, bah dame G5, merci. J'active ici ma dame, j'attaque le cavalier, le roi et le pion. Il revient en G6. Et en fait là je peux pas manger le pion en H1 tout de suite parce que j'ai mon cavalier en C2 qui serait en l'air. Donc je joue cavalier E1 ici pour protéger mon cavalier et commencer encore une fois à le rapprocher du roi noir que je vais attaquer. Il joue ici dame C4. Il menace le pion en E2. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? C'est pas possible. Je peux juste jouer dame prend H5. Non seulement je défends mon pion E2, il peut plus manger le pion E2, mais en plus j'ai gagné un pion. Et en plus, maintenant j'ai deux pions passés liés, colonne H et G. Là je me dis, il a craqué, non? Donc je joue dame prend H5, j'essaye de me dire, oh, qu'est-ce qu'il a anticipé? Qu'est-ce qu'il a anticipé? Il joue dame C1. Et là je comprends qu'il a en fait craqué. Parce que jouer dame C4 puis dame C1, en fait, on a l'impression qu'il sait pas ce qu'il fait. Et en fait, je pense qu'avec 2 minutes à la pendule, il a un peu perdu le fil de la partie. Donc là, je suis content, je me dis, ok, là on va gagner, c'est l'opportunité en or. Dame C1, on joue KD3, on améliore le cavalier, on attaque la dame en même temps et on défend le pion en B2. Il joue ici dame D2. Il menace ici pas mal de petites choses et il active sa dame. Je joue ici dame G4. J'améliore ma dame, je menace ici H5. Un cavalier qui G6 qui serait cloué, et je gagnerais ici le cavalier en G6. Il joue ici roi F8. Je me dis, waouh, qu'est-ce qu'il fait ici? Il y a le cavalier en G6 qui est en prise, mais en même temps, j'ai que 1 minute à la pendule, donc je me dis, attends, mais si je prends, qu'est-ce qu'il a vu? En fait, il prend en E2, ça fait échec à mon roi, je me dis, ok, je mets mon roi en H3, il fait échec ici en F1, si je viens en H2, il y a encore échec, s'il vient en H3, il y a dame F1 échec, peut-être que je peux monter en G4, mais du coup, peut-être qu'il y a encore échec. Voilà, et là, je me dis, ok, ici, je vais jouer roi G5, mais en même temps, il a encore peut-être dame E3, échec, et ça va être extrêmement dangereux. Bref, je sens que c'est pas clair, j'ai 30 secondes à la pendule, j'ai pas envie de rentrer dans une ligne qui est aussi compliquée, et j'arrive pas à savoir si c'est gagnant ou pas. Je me dis, ok, on va la jouer safe, on va pas manger le cavalier, jouons un coup solide, on va jouer H5, on pousse le pion, hein, on va faire une dame, et on verra plus tard. Donc là, il joue très très vite. Cavalier E7, il bouge son cavalier, je fais dame F3 échec, je me dis bon bah au cas où ça nous rapproche du 40e coup, et voilà, c'est pas le moment de tout envoyer en l'air, on consolide, on a déjà un pion de plus, pas besoin de partir dans des lignes trop compliquées. Il joue roi E8, je fais cavalier prend E5. Et ici, il joue quoi? Il joue cavalier F5. Il améliore son cavalier. Je joue ici G4. C'est le 39e coup. J'ai plus qu'un coup à jouer pour arriver au 40e coup et avoir 30 minutes de plus à la pendule. Mais pour l'instant, je joue avec quelques secondes à la pendule. J'attaque ici le cavalier en F5 et il joue D3. Il joue son va-tout. Il sait que dans un coup, chacun va avoir 30 minutes à la pendule supplémentaire et que du coup, j'aurai probablement le temps pour gagner facilement cette partie et jouer les coups les plus précis, vu que j'aurai du temps à la pendule. Et donc il se dit ici, Vidar, c'est maintenant ou jamais, on va essayer de l'arnaquer. Il joue D3. Et là je commence à me dire, waouh, mais c'est quoi ce coup D3? Qu'est-ce qu'il a vu? Et en fait, je me dis, ah ouais, en fait, si je prends de la dame en D3, il y a dame F4 échec, j'ai l'impression qu'après je perds le cavalier en E5. Si je peux pas prendre du pion parce que mon roi il serait en échec, je me dis, mais et si je prends ici en F5, qu'est-ce qu'il a vu? Et en fait, je me dis, ah mais peut-être qu'il a vu D prend E2, et en fait après, mais peut-être que j'ai échec, et après peut-être qu'il va en E7, peut-être qu'il y a encore un échec, mais si je fais un échec, il prend, et après il fait une dame, et en fait, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pousse le pion? Ah mais après il fait une nouvelle dame. Enfin, je me dis, waouh, c'est ultra compliqué.
Là, j'ai 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible. On va juste prendre. C'est peut-être pas le plus fort, objectivement, mais au moins, la partie, elle est consolidée. On arrive au 40e coup. J'ai 30 minutes qui sont rajoutées à la pendule. Je peux me lever, décompresser un peu et revenir tranquillement avec 30 minutes de plus à la pendule pour essayer de bien gagner la partie. Là, lui aussi joue son 40e coup, il joue cavalier H4. Là, je reviens, après 5 minutes où j'ai un peu décompressé en dehors de l'échiquier, je reviens, la tête reposée, et je me dis, cavalier H4? Mais le cavalier en H4, il manque de cases. Il manque de cases ici, non? Je peux jouer dame F2, j'attaque ici le cavalier. Et en fait, le cavalier, comment il le défend? Bah, il joue dame G5, seul coup. Et là, je joue roi H3. Et j'attaque le cavalier deux fois. Il est défendu qu'une seule fois. Il peut pas le défendre. Et en fait, on va encore continuer quelques coups. Mais il va abandonner dans deux trois coups plus tard. Et du coup, victoire contre ce joueur suédois qui est 2050 Elo, mais qui joue que depuis moins de 2 ans, qui a vraiment montré un excellent niveau de jeu. Et donc, on a un ennemi sur deux, et à la ronde prochaine, on va pouvoir jouer un grand maître, et du coup, essayer de faire enfin une petite performance dans ce tournoi de Reykjavik. On se retrouve à la ronde suivante. Et si vous voulez progresser aux échecs, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, c'est gratuit. Les conseils du samedi, chaque samedi un conseil facilement actionnable pour progresser aux échecs. Le lien est dans la description. Ciao ciao.